À la recherche de la tradition, une émission de Louis Calafert avec Bernard Douéret et M. Robert Montaigu. Bernard Douéret, nous avons une fois encore aujourd'hui le plaisir d'avoir à notre table M. Robert Montaigu qui s'occupe d'astrologie, nous l'avons vu la semaine dernière, et nous allons le plus rapidement possible lui passer la parole, car au fond c'est ce qu'il nous dit qui nous intéresse. Je vais vous laisser le soin de lui poser les questions concernant ce problème. Eh bien, la semaine dernière, nos auditeurs s'en souviendront certainement, nous avons beaucoup discuté à propos de la question évidemment assez chatouillante, si je puis dire, qui est celle de savoir dans quelle mesure les astres peuvent nous déterminer. Et en y réfléchissant, après tout, et s'il y a là une certaine exactitude, on peut se poser deux problèmes que j'aimerais poser à M. Montaigu. D'abord, dans quelle mesure est-on exactement certain de l'instant exact de la naissance, ce qui pose tout de même un problème. Et d'autre part, la naissance, comme nous le savons, est précédée d'une moyenne de 9 mois de gestation. Est-ce qu'il ne faut pas en tenir compte? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire intervenir également, ce qui paraît peut-être encore bien plus difficile, l'heure de la conception? Je crois effectivement que c'est beaucoup plus difficile, comme vous le dites. Je ne crois pas en particulier que les marchands d'horoscopes feraient beaucoup d'affaires s'il fallait que chacun de nous lui fournisse avec précision le renseignement auquel vous faites allusion. Néanmoins, il n'en reste pas moins que l'horoscope de la conception serait théoriquement l'horoscope déterminant parfait de la vie de l'individu, à condition bien entendu qu'il fût fait par quelqu'un d'extraordinairement compétent. Je crois pouvoir dire que cet horoscope de la conception a été pratiqué dans l'Antiquité. Je crois qu'il appartenait à cette recherche de l'archétype que faisaient les familles pharaoniques, que faisait l'Inca, que faisaient sans doute les premiers brahmanes au début de la domination aryenne dans l'Inde. Il s'agissait non seulement de préserver le sang d'une élite en opérant des unions dans un cercle de plus en plus restreint d'ailleurs, mais encore de préserver les fruits de ces unions en les faisant naître au moment le plus opportun ou en les faisant naître sous des figures telles que leur destin soit tracé d'avance. Il y avait donc un déterminisme des nativités qui était pratiqué, et on peut dire que certains couples du passé ont choisi des moments astraux bien spéciaux pour concevoir. C'est une chose certaine. Néanmoins, l'astrologie des nativités, que ces considérations-là peuvent compromettre dans sa véracité, a ses raisons d'être. Pendant 9 mois qui précèdent une situation astrale bien déterminée, des influences cosmiques qui ne pouvaient pas être autres se sont exercées sur l'enfant avant sa naissance. Oui. Et lorsque ces influences cosmiques sont arrivées à leur terme, en même temps que la grossesse, le premier souffle de l'homme a été la restitution au cosmos de ce qu'il en avait reçu. C'est ainsi que les hindous défendent eux-mêmes l'horoscope des nativités. Oui, oui. La restitution du souffle vital, du souffle pranique. Mais alors, même si on pense à cela, d'une part, cela suppose une connaissance très lucide, très acérée, un sens très particulier et très complet de la responsabilité. Mais si nous replaçons le problème dans un cadre à la fois plus simpliste et par conséquent plus confus, en fait, qui est celui, disons, de notre actualité, il est déjà extrêmement difficile, la plupart du temps, de savoir exactement l'heure même de la naissance. Oui, bien Alors, sûr. dans quelle mesure, avec cette marge d'incertitude,
et les aspects peuvent se trouver en des conditions telles qu'à quelques minutes près la variation en soit grande. Et dans quelle mesure est-il encore possible de concevoir un thème de naissance précis? En ce qui concerne les luminaires, par exemple, on peut dire qu'une erreur de quelques minutes compte. En ce qui concerne certaines planètes rapides, une erreur d'une demi-journée compte beaucoup. Et en ce qui concerne 4 ou 5 des astres à considérer, qu'on sache la journée et les coordonnées géographiques du lieu, c'est amplement suffisant. C'est ça. Il reste quand même comme constante la maison dans laquelle la personne est née, et puis une certaine quantité d'astres en position immuable si on considère qu'il s'agit d'une probabilité d'un petit nombre d'heures. Oui. Néanmoins, un horoscope n'est valable que lorsqu'on sait l'heure de naissance à un quart d'heure près, mettons. Oui. Oui. Enfin, même de toute façon, j'ai une autre question. Compte tenu même du fait que l'on puisse éventuellement parvenir à un calcul, disons, extrêmement strict et qui ait le maximum de chances d'être exact, il y a tout de même autre chose qui est l'interprétation des données obtenues. Ah, bien sûr. C'est encore un autre problème. Ah, bien sûr, c'est un autre problème. Il faut d'abord savoir, et ceci revient aux conceptions anciennes de l'astrologie, il faut d'abord savoir en quoi croit l'astrologue. Il ne s'agit pas du tout du sujet. L'astrologie est une chose qui théoriquement peut être pratiquée par n'importe qui, à condition de savoir manier un rapporteur, de savoir manier un compas, de savoir calculer des angles et de savoir consulter un fichier dûment constitué de caractéristiques astrales et de domiciliation, de position et de choses extraordinairement complexes. Ceci ressortit à la science d'un cuisinier. Mais ce n'est pas là le coup de main qu'on demande à l'astrologue. Ce qu'on demande à l'astrologue, c'est une intervention personnelle qui ne dépend pas des sciences humaines. Je vais vous donner un exemple d'horoscope, par exemple, qui concilie les deux méthodes et qui répond à beaucoup d'objections qui sont faites, surtout dans les préfaces de traités d'astrologie. On nous parle toujours de méthodes orientales, et on confond toujours à ce point de vue, à ce sujet-là, les hindous et les sémites. Or, les hindous et les sémites ont ceci de commun, effectivement, qu'à un moment donné, ils font un horoscope horaire d'un sujet donné et qu'ils se rencontrent dans leurs conclusions. Mais dire que l'astrologie hindoue et l'astrologie sémitique sont identiques est une très grave erreur. Un hindou, vu par moi, jadis, était capable de prendre votre vie à ce moment présent, de dire, bon, qu'avez-vous fait tout à l'heure dans telle circonstance où je vous voyais dans la rue? Bon, il analyse cette situation-là. Qu'avez-vous fait il y a 8 jours, à telle heure? Vous lui décrivez votre vie, votre comportement. Il y a 10 ans, et de point de repère en point de repère, il vous dira donc vous êtes né le 8 novembre 1914, sous le signe du Scorpion, ou sous telle latitude, ou sous telle latitude, mais vraisemblablement sous celle-là, je le sens, et il est ainsi, partant de ce qu'on est convenu d'appeler l'astrologie horaire, arrivé à l'astrologie des nativités. Voilà un astrologue total, mais ce n'est point dans des livres que cet homme-là a appris son art, d'autant plus qu'il trace ses figures dans le sable avec un bâton, et qu'à quelques degrés près, on peut dire entièrement précis. Oui, parce que justement, il me semble qu'il y a une grave confusion, enfin, qui s'est instaurée. C'est que quand on parle de thèmes astrologiques à l'heure actuelle, la plupart du temps, on a l'impression qu'il s'agit d'une mathématique extrêmement précise et qu'il s'agit donc essentiellement d'une mathématique. Voilà. Il y a les deux choses. Il y a ou l'astrologie réservée aux polytechniciens, ou l'astrologie réservée aux lecteurs de journaux de dames, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, ni l'une ni l'autre ne peuvent prétendre être extraordinairement valables. Ce n'est point par le calcul qu'on peut déterminer qu'un homme se trouve précisément assis en face de vous, en train de faire son horoscope. Et ce n'est point non plus par une sorte de normalisation assez étrange qu'on peut dire que tous les hommes nés sous le même signe ont les mêmes caractéristiques.
l'horoscope journalier, qui peut être valable pour un certain nombre de personnes d'ailleurs, se trouve exactement tombé sous le coup de la même critique que la normalisation du mobilier dans une usine. Il y a 100 000 personnes il y a 10 000 personnes qui travaillent dans telle usine. La taille moyenne de ces 10 000 personnes est de 1,63,7 m. On fait donc tout le mobilier de l'usine pour des gens ayant 1,63,7 m. Mais l'horoscope quotidien est exactement dans le même cas. Oui. Alors, il est donc valable pour une personne, parce que dans l'usine, il s'est trouvé qu'il y avait une personne qui avait exactement cette taille-là aussi. Bon, il faudrait peut-être demander à M. Montaigu, car il nous a parlé hors micro de l'horoscope horaire. Alors, oui. Nous allons lui demander d'abord en quoi ça consiste, oui, exactement. et quelle est au fond son importance. Oui, d'autant plus que c'est une notion qui est beaucoup moins répandue que l'horoscope de naissance. Oui. L'horoscope horaire est né il est essentiellement sémitique à l'origine, l'horoscope horaire. Il s'agit d'éclairer et de guider dans des cas particuliers, dans des occasions données. Le ciel de l'horoscope horaire n'est pas basé sur une naissance, mais sur l'apparition d'un événement. Oui. En fait, l'horoscope horaire oriente une recherche. Dans tous les cas, on peut dire que les cultivateurs pratiquent l'horoscope horaire de toute antiquité, bien entendu. Mais enfin, il s'agit en général pour le client de savoir si telle ou telle chose va être couronnée par le succès. Je disais que c'est de l'astrologie spéculative. En effet, on pourrait dire plaisamment que pendant une partie hautement civilisée de l'humanité antique, contempler les astres avec peine et dans une recherche extraordinairement élaborée, extraordinairement fouillée, l'autre partie de l'humanité contemplait les mêmes astres pour savoir où ceux qui étaient occupés dans la première contemplation que je viens de signaler avaient dissimulé leur trésor. Eh bien, c'est un peu ça l'astrologie horaire, n'est-ce pas? Il s'agit de recherche de la chance, il s'agit de trouver les objets précieux enfouis, il s'agit de savoir si les poules vont bien se vendre au marché la semaine prochaine, vous voyez. Et autres diableries. Et autres diableries. Mais enfin, sorti de ces diableries, quelle est finalement, véritablement, enfin pour un astrologue sérieux, quelle est l'importance de l'horoscope horaire? Peut-on considérer que véritablement il est important, il est déterminant pour un individu? Eh bien, l'importance de l'horoscope horaire est très grande, en cela qu'elle peut révéler de véritables astrologues. Ah bon? Elle n'est absolument, pour moi, c'est une opinion purement personnelle, elle est sans valeur pour l'objet de l'horoscope, mais elle peut permettre à des talents qui s'ignorent de se révéler, en cela qu'un astrologue qui est tombé des centaines et des centaines de fois juste et d'une façon étonnante, chose qui se voit, eh bien, est un homme qui possède un don suffisant pour faire de la véritable astrologie, qui n'est pas pour moi forcément l'astrologie horaire. Mais enfin, ce qui n'enlève rien aux horoscopes qu'il aura fait, puisqu'ils sont marqués de sa signature. Autrement dit, vous souhaiteriez presque voir l'astrologie ne plus être le fait simplement de spécialistes ou de soi-disant tels, et ça rejoint un petit peu ce retour non pas à la nature, mais disons aux sciences du cosmos, dont nous parlions la semaine dernière, et qu'il y a presque en chaque individu un astrologue qui sommeille, avec des nuances, bien sûr, et tout cela parce que l'astrologie n'est pas en fait une science séparée, isolée par des cloisons hermétiques du reste de ce que l'on est convenu d'appeler l'occulte et la tradition, bien que la partie intéressante de l'astrologie, la partie majeure, ce soit justement ce qu'il y a d'occulte, ce qu'il y a d'inexplicable. L'astrologie est magique, elle est alchimique, elle est reliée à tout ce qui vous intéressait dans vos émissions précédentes, et je crois que c'est une science essentiellement reliée à la géomancie, par le fait que ce sont les répercussions sur la Terre, dans son orientation, et par rapport à un individu donné que l'on recherche, ou à un événement donné que l'on recherche. D'ailleurs, lorsque l'on établit un thème astrologique, on divise en 12 secteurs correspondant aux maisons du zodiaque. On divise la feuille sur laquelle s'établit ce thème-là, et cette feuille s'oriente, bien entendu, comme la Terre était orientée au moment de la nativité, ou au moment de l'événement. Par conséquent, on recherche sur la Terre, en un lieu donné, qui se trouve être le milieu du thème, quels étaient les influx suivant une division en 12 secteurs.
Bon, cela dit, Monsieur Montaigu, puisque nous avons eu 2 semaines consacrées à l'astrologie, que faut-il penser de l'astrologie? Car je crois que nos auditeurs qui nous écoutent depuis 2 semaines doivent se dire, mais tout cela c'est bien joli, mais doit-on croire ou doit-on ne pas croire à l'astrologie? Peut-être la question est-elle trop tranchée dans un sens comme dans l'autre. Je répondrai à cela que des éleveurs ont fait faire les horoscopes de leurs chevaux. Et qu'en général, ils en tiennent là, c'est sérieux, parce que c'est extrêmement sérieux. Je répondrai à cela que des choses auxquelles on ne fait pas du tout attention en ce qui concerne la race humaine ont beaucoup d'importance en ce qui concerne les races animales. Le monde animal connaît ses saisons et, si on peut dire, ses signes de nativité bénéfiques et maléfiques. Ceci est une loi intransgressable autant que l'aisselle sur les croisements. Oui. Il n'en va pas de même du monde humain. Donc, c'est un sens qu'on aurait perdu, finalement. C'est un sens qu'on aurait perdu. Je vous dirais que le simple cycle de la Lune, auquel on ne fait même plus attention, est absolument intransgressable, pourtant, en ce qui concerne l'agriculture, en ce qui concerne le travail forestier. Oui, c'est absolument déterminé. Des bois. Oui, au pitou, finalement. Je vous dirais aussi qu'il se poursuit en laboratoire des expériences extrêmement intéressantes prouvant que certains phénomènes terrestres sont liés non seulement au cycle de la Lune, mais à celui des planètes. Et je vous dirais enfin que, en laboratoire, s'expliquent les correspondances secrètes que les mages ont, depuis des millénaires, établies entre les métaux et les planètes. Plus on en sait sur Mars, plus on relie Mars au métal qui le représente, en l'occurrence le fer, etc. Plus on en sait sur les planètes généralement, plus on en sait sur les tropismes végétaux, parce qu'il n'y a pas que des héliotropismes ni des séléniotropismes, si on peut dire, il y a aussi des tropismes planétaires. On trouve, et ce ne sont pas les poètes qui ont été les premiers à les trouver, des correspondances musicales avec les planètes. On trouve des animaux qui sont nettement sous le signe d'une planète en ce qui concerne leur comportement, qui manifestent vraiment être sous l'influence d'une planète donnée. D'ailleurs, je pense a priori que c'est certainement plus net pour des animaux ou pour des plantes que pour l'homme, a priori. Certes oui. Parce que l'homme, il y a certainement davantage d'autres interférences, de libre arbitre. Il y a moins d'interposition entre l'animal et le cosmos. Bien sûr. L'animal se promène avec son crâne en relation directe avec les forces cosmiques, certainement. Oui. Bon, eh bien écoutez, nous allons hélas terminer cette émission qui est la seconde sur l'astrologie. Peut-être pourrons-nous donner rendez-vous à Monsieur Montaigu une semaine encore, si vous le voulez bien, parce que je pense que... Oui, je pense que nous avons laissé de côté pas mal de questions ou superficielles, mais c'est pas parce qu'elles sont superficielles qu'elles sont sans intérêt ni sans importance, d'ailleurs, ou plus profondes et pour lesquelles nous pourrions revenir. Dans cet ordre d'idée, je pense que nos auditeurs sont intéressés au fond par tout ce que peut répondre Monsieur Montaigu, qui est un spécialiste. Alors, nous vous donnons rendez-vous à tous, et à vous-même, monsieur, lundi prochain sur nos antennes. Bonsoir. Bien, nous disons d'abord bonsoir à nos auditeurs et nous voici réunis une fois de plus et la dernière pour une émission consacrée avec Monsieur Montaigu à l'astrologie. Alors nous avons examiné au cours des semaines qui viennent de s'écouler différents aspects de cette science, car rappelons que c'est une science et Monsieur Montaigu l'a fait d'ailleurs lors de notre première émission en essayant de démystifier un petit peu tout ce qu'il pouvait y avoir autour de cette science disons de charlatanesque. Et nous allons peut-être aujourd'hui, après avoir abordé les aspects philosophiques et d'autres aspects divers de cette science astrologique, nous allons peut-être aujourd'hui carrément, avec Bernard Douéret, poser des questions qui pourraient être susceptibles d'intéresser nos auditeurs, c'est-à-dire des questions finalement assez claires, assez simples. Comment fait-on, comment dresse-t-on un thème astral? Comment fait-on finalement de l'astrologie? Ce sera évidemment, disons-le tout de suite, peut-être un petit peu simpliste, car il est évident que on ne devient pas astrologue du jour au lendemain, et il n'est pas question d'établir des thèmes comme ça un petit peu au hasard, mais enfin nous pouvons peut-être donner quelques indications à nos auditeurs que cette question
intéresse ou inquiète et en tout cas éveille leur curiosité. Alors Bernard Douéret, si vous le voulez, je vais vous laisser la parole et vous allez très naïvement et comme un novice poser une question à Monsieur Montaigu qui a la gentillesse de s'y prêter. Eh bien, la semaine dernière, nous avons prononcé certains mots, nous avons parlé de maison, nous avons parlé de planète, nous avons même montré que l'influence du Soleil, l'influence de la Lune n'était plus contestable par la science moderne. Mais pourtant contesté. Et pourtant contesté éventuellement, oui, en effet. Mais l'astrologie ne concerne pas que ces deux planètes, il y en a d'autres, on parle de Saturne, on parle de Neptune, etc. Est-ce que, Monsieur Montaigu, vous pourriez très brièvement, très sommairement pour nos auditeurs, nous faire, sinon nous expliquer, mais au moins nous faire sentir en quoi consiste l'influence attribuée à telle ou telle de ces planètes? Combien y en a-t-il d'abord reconnus par l'astrologie? Eh bien, pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, je crois et c'est à titre quasi définitif, il y en a 9, à moins qu'on ne compte les astéroïdes, oui, et qu'on ajoute à cela les satellites artificiels. Bon, ce qui reviendrait à dire qu'il y a 9 planètes importantes qui ont de l'influence directement sur l'individu, tout au moins du point de vue de l'astrologie. C'est cela. Mais avant de s'occuper des planètes, si je comprends bien votre question, vous voulez me demander grosso modo quel est le mécanisme d'un thème astrologique de nativité. Voilà, il faut démarrer sur la chose première. La base. C'est cela. Eh bien, sans entrer dans les détails, vous n'ignorez pas bien sûr que le Soleil parcourt apparemment autour de l'horizon un cercle complet dans l'année. Lorsqu'une personne naît, le Soleil se trouve en un point précis de ce cercle. Dans ce cercle divisé en 12 maisons, il se trouve également à 1 degré d'une maison donnée. Ceci est l'horoscope. L'horoscope n'est point le thème de nativité, comme on a coutume, on utilise généralement ce mot par extension, on voit les deux choses. L'horoscope est le point du ciel dans une maison déterminée qui est la maison de nativité où se trouvait le soleil au moment de la nativité. Bon, nous allons éclaircir tout de suite qu'est-ce qu'on appelle une maison en astrologie. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? La maison astrologique est l'un des 12 signes du zodiaque, voilà, ceux que vous voyez toujours généreusement apparaître dans les journaux. Tout le monde vous demande si vous êtes Bélier, Taureau, Capricorne ou Cancer, avec un air de suspicion. Et c'est-à-dire, êtes-vous né sous le signe du Taureau, du Bélier ou du Cancer? En fait, il y a ici presque une supercherie, parce que ces signes, qui correspondent à des constellations empiriquement dessinées dans le ciel, ne se trouvent plus placés par rapport au périple solaire comme il l'était au début de notre ère. Il y a eu un léger décalage. Mais la position du Soleil par rapport à la Terre correspond toujours, jour après jour, à un degré donné par rapport à un horizon donné. Par conséquent, ceci n'ayant une valeur que purement symbolique, mathématiquement, l'horoscope vous dit que votre Soleil, c'est votre ascendant, le point où votre Soleil se levait, est à tant de degrés du Cancer, désignation facile pour indiquer le point de votre nativité. Et ainsi, ça nous a permis de définir un troisième terme qui revient forcément en astrologie, c'est le terme de l'ascendant. L'ascendant, voilà, donc l'ascendant, auquel l'ascendant qui caractérise la première maison de votre thème astrologique. Les autres maisons se contentent à partir de cet ascendant, dans le sens des aiguilles d'une montre, et ayant chacun une signification relativement à votre destinée. C'est ainsi, pour n'en citer qu'une, que dans la 8e maison, vous devez normalement trouver les indications sur votre mort. Oui. On me disait un jour que la mort, précisément en astrologie, était ce qu'il y avait de plus difficile à déterminer. Tout au moins quant à son époque. Je ne dis pas quant à ses causes, mais quant à son époque. Oui, bien sûr. Elle est difficile à déterminer en cela qu'il n'est pas forcé que la 8e maison soit habitée. Qu'est-ce que vous appelez habiter? Habiter. C'est-à-dire, il n'est pas du tout forcé qu'il se trouve des planètes présentes dans la 8e maison. En fait, le plus souvent,
les planètes se présentent en paquets. Il est très rare qu'elles soient également dispersées autour du cercle zodiacal, et d'ailleurs leur nombre ne suffirait point à remplacer une dans chaque signe. Oui, puisqu'il y en a 9 et que le cercle total comporte 12. C'est cela. Or, si nous tenons tellement compte de la maison, c'est parce que le report de ce cercle zodiacal sur le plan de la Terre correspond alternativement à chacun des 4 éléments. Vous avez successivement un signe d'eau, un signe de terre, un signe d'air, un signe de feu. La plupart du temps, l'animal ou le sujet illustrant chaque maison zodiacale correspond à son élément, tel que les poissons, par exemple, correspondent obligatoirement à l'eau. Pas obligatoirement en ce qui concerne le Verseau, par exemple, qui n'est pas un signe d'eau. Et ni le Scorpion, qui se trouve être un signe d'eau et qui n'est pas un signe d'eau. Mais enfin, nous avons donc toujours et successivement les 4 éléments qui figurent là. Bien, dans ces maisons vont donc se trouver obligatoirement dans la première le Soleil, puisque l'ascendant vient se placer dans la première. Oui. Et ma foi, suivant la gravitation du jour, les autres planètes dont nous calculerons les incidences les unes par rapport aux autres, mais ceci venant après une analyse de l'influence de chaque planète par elle-même sur l'individu. Oui. Or, ces planètes sont ou favorisées ou défavorisées du fait qu'elles appartiennent à la portion du ciel visible au moment de la naissance. Une portion du zodiaque, étant donné l'inclinaison de l'écliptique par rapport à l'axe de rotation de la Terre, une partie du zodiaque se trouve visible, une partie invisible. D'où la terminologie favorisée ou défavorisée. C'est cela. Alors, la partie visible, c'est-à-dire les planètes qui réellement ont pu en direct influencer de leurs rayons le programme génétique de l'individu mis au monde, celles-là sont considérées en toute priorité. Or, chaque planète est une personne, pour l'astrologue, qui habite dans une maison, qui se déplaît dans d'autres maisons, qui traverse indifféremment les maisons intermédiaire entre celle qui est son habitat et celle qui la repousse, Oui. d'où on dit qu'une planète est domiciliée, est en exil ou est en chute. Mais là, voilà encore 3 termes. Voilà, 3 c'est termes, trop vous éclairé. verrez souvent. Voilà. Il se trouve qu'une planète compte parfois double, en exil et en position apparente dans le ciel, dans sa maison et en position apparente dans le ciel, qu'elle ne comptera dans un signe d'exil et en position non apparente. Je m'exprime en termes profanes ici. Oui, mais c'est Voilà. Oui, bien sûr. Oui. Bien, à chaque planète se réfère un niveau physique donné dans l'individu. C'est pourquoi les hindous jadis et encore maintenant, considèrent qu'il y a 7 chakras dans le corps humain. Chaque chakra ou centre est commandé par une planète. Mais disons que sommairement, un chakra peut être considéré comme ayant comme support physique dans l'individu un centre nerveux. C'est cela. Nous ne parlons point des 2 autres planètes qui ont été découvertes récemment, et après tout, on peut aussi imaginer qu'il y a davantage de chakras dans le corps humain. Enfin, Bien sûr. oui, alors, cette influence des planètes, fort constatée par les astrologues, a tenté les scientifiques, et il n'est pas exclu qu'on ne trouve d'explication à travers une symbolique très ancienne relative à chaque planète, à savoir celle des métaux. Oui. Chaque planète correspondait à un métal. Chacun de ces métaux est présent dans le corps. Et vous voyez tout de suite les relations qu'on a pu essayer d'en déduire. Oui, Mars le fer, C'est Vénus cela. le cuivre, etc. Oui. C'est cela. Et on en a donc déduit des tempéraments. Vous me citiez à l'instant Mars. Disons par exemple qu'on parle volontiers des gens qui sont belliqueux parce qu'ils sont martiens. Oui. Or, Guerrier-né. Or, le Mars placé en défaveur dans la 8e maison du sujet le prédispose indéniablement à mourir d'une congestion cérébrale, par exemple.
Bon, il faudrait peut-être demander, nos auditeurs nous écoutent, et je crois qu'il faut rendre tout de suite et remercier M. Montaigu et lui rendre hommage, parce que ça n'est pas si facile que ça a l'air d'expliquer aussi clairement qu'il vient de le faire. Et surtout dans un cadre de temps assez bref. Assez bref, et enfin, avec des termes qui ne sont plus les termes de l'astrologue, qui sont, comme vous l'avez dit, des termes de profane. Monsieur Montaigu, vous nous parliez, vous nous donniez l'exemple du martien belliqueux, et qui, cette planète étant située dans une certaine maison, c'est-à-dire la 8e, au fond, le prépare à une mort qui est celle que vous avez dite. Oui, si la planète est en défaveur. Si la planète est en défaveur. Bon, parce qu'il y a certaines circonstances. Mais est-ce que vous pouvez dire, vous qui vous occupez d'astrologie, qui vous intéressez à l'astrologie, est-ce que vous pouvez dire si véritablement ces cas ont été vérifiés de manière assez suffisante pour dire qu'au fond, il n'y a pas d'exception à la règle? Je puis dire en tout cas qu'il n'y a pas d'exception à une certaine règle. C'est à celle régissant les figures bien connues que sont les oppositions ou que sont les conjonctions, par exemple. Il y a une conjonction qui a toujours impressionné très vivement l'humanité, c'est celle de la Lune et du Soleil, par exemple. Et il se passe quoi à partir du moment où la Lune et le Soleil sont en conjonction? Que se passe-t-il? Ou en conjonction, ou en il se passe que les foules de l'Antiquité se prosternaient et attendaient que la lumière revienne. C'était un phénomène très grave qu'une éclipse à l'époque. Mais il se passe aussi que les régimes végétaux, animaux, sont très fortement perturbés. Vous savez que les chevaux en particulier ont une sainte peur des éclipses. C'est bien connu. Mais enfin, ceci... Et beaucoup d'animaux aussi, d'ailleurs. Beaucoup d'animaux aussi. Ayant moi-même des chiens, je m'excuse de cette confidence qui est personnelle, mais j'ai remarqué qu'en période d'éclipse, il y a une certaine nervosité qui se déclenche chez les animaux. Oui. Je vous laisse continuer. Quant aux figures que forment les planètes entre elles, certaines sont défavorables, certaines sont favorables. On peut citer par exemple comme figure favorable le trigone. Eh bien, ma foi, on se rend compte dans les studios qu'également, si on veut avoir un éclairage favorable pour un personnage, on est obligé de disposer les lampes de telle façon qu'elles frappent le sujet photographié suivant un angle de 60 degrés, qui est un angle extrêmement favorable. Il y a des éclairages favorables dans les cerfs, des éclairages favorables chez le photographe. Pourquoi ne serait-il point favorable dans un thème de nativité? Oui, moi je suis très heureux de vous entendre présenter les choses de l'astrologie sous cet aspect et également continuer à trotter dans mon esprit cette image que vous avez donnée tout à l'heure en disant mais les planètes précisément sont, il faut les considérer en quelque sorte comme des personnes qui se plaisent en tel endroit, qui se déplaisent en tel autre, qui se plaisent avec tel autre de leur compagne ou qui se déplaisent avec tel autre. C'est cela. Et ce sont des personnes qui ont le commerce avec vous, de façon à ce que votre vie soit orientée d'une certaine façon, et votre personne est imprégnée d'elle, et c'est pourquoi le thème est utile, en cela que les personnes que vous risquez, avec lesquelles vous risquez de collaborer, que vous risquez d'avoir comme associés, comme conjoints, le cas échéant, eh bien, ma foi, il est bon de savoir quel est le parfum général de cet égrégore de personnes qu'ils transportent avec eux aussi, de personnes astrales. Oui. Autrement dit, la solitude est un vain mot. La solitude est un vain mot. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans l'astrologie, n'est-ce pas, ce sont des thèmes superposés. Eh bien, c'est là où je considère cette science comme extrêmement utile, parce qu'il est absolument possible de voir si deux personnes qui se proposent une association vont, si vous me permettez l'expression, coller ensemble ou non. Il y a des chances de réussite, il y a des chances. Les antinomies personnelles sont absolument traduites dans les thèmes. Deux personnes qui ne peuvent pas se voir, il est rare qu'on ne décèle pas cela sur leur nativité. Et dans quelle mesure, précisément, nous avons parlé dans notre dernière émission d'une modalité pratique d'action de l'astrologie, suggérée par la lettre d'un de nos auditeurs. Il s'agissait de questions scolaires, mais dans quelle mesure, dans un autre domaine, on ne peut pas songer précisément à toutes associations possibles dès l'instant qu'il s'agit de former où que ce soit un conseil d'administration, une société quelconque, surtout au niveau de la direction de l'affaire. C'est hautement préconisable, d'autant plus que lorsque vous superposez deux thèmes de personnes qui sont associées et qui s'entendent bien, ces deux thèmes se confondent généralement par deux ou trois de leurs aspects absolument essentiels. Et identiques. Et identiques, c'est bien que ces deux personnes n'en forment plus qu'un,
de même qu'un couple parfait, en général, présente des points de fusion. C'est quand même assez troublant. Oui, et cela permettrait de traduire d'une manière nette et objective les fameuses affinités électives. Exactement. Et alors, je reviens encore sur ce que nous avons dit. Ces affinités électives sont inhérentes à l'essence de l'individu. Je ne vous en donnerai qu'un exemple. J'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie personnellement, étant étudiant et ayant toute autre chose à faire, mais j'avais l'occasion, ayant un ami qui était médecin-chef d'un hôpital psychiatrique, j'ai eu l'occasion de pouvoir établir le thème d'un certain nombre de ces malades. Eh bien, je puis vous garantir que ceux qui se prenaient pour Napoléon avaient pas mal de points communs avec Napoléon dans leur thème de nativité. Sinon, le fait qu'ils étaient enfermés dans un hôpital psychiatrique, lequel fait dépendait de leur personnalité et non point de leur essence. Oui, autrement j'allais dire, qu'est-ce à dire de Napoléon? Et après tout. Qui sait? Bon, ben écoutez, je pense que nous aurions peut-être, si nous avons le temps encore, mais je pense que oui, nous pourrions peut-être là, très sommairement, mais très clairement, comme vous venez de le faire, Monsieur Montaigu, et nous vous en remercions, est-ce que nous pourrions parler, puisque vous nous avez parlé la dernière fois et aujourd'hui encore de la Lune et du Soleil, est-ce que nous pourrions parler de l'influence générale, enfin admise, symbolique, des autres planètes qui composent le cercle zodiacal? Certes oui. On peut toujours diviser cette influence en deux classes. Oui. Il y a des tendances spirituelles inhérentes à certaines planètes et il y a des tendances quasi matérielles inhérentes à d'autres, si l'on peut dire. Oui. On peut par exemple dire que des planètes comme Mercure sont absolument marquantes lorsqu'elles sont en bonne situation de prédisposition intelligente du sujet. Ceci est absolument contrôlé dans tous les cas d'horoscopes bien établis. On peut dire aussi que des planètes comme Saturne, dont le métal est d'ailleurs le plomb, sont des planètes alourdissantes et des planètes prédisposant le sujet dans certaines maisons déterminées à des maladies également bien connues. Bon, alors écoutez, hélas, le temps nous presse, mais nous allons, si vous voulez, bien, Monsieur Montaigu, donner par exemple un simple exemple tout à fait en l'air et symbolique. Vous nous parlez de Mercure, qui est la planète de l'intellect, enfin de la spiritualité. De l'intelligence. De l'intelligence. Comment faudrait-il, dans un thème idéal, qu'un Mercure soit disposé, par exemple, pour que l'individu recevant cette influence soit, mon Dieu, disons, très intelligent? Eh bien, si vous me donnez le droit de prendre cette planète par la peau du cou, je la mettrai en conjonction avec le Soleil dans l'ascendant du sujet. Ce serait l'idéal. Bon, eh bien, je crois, Monsieur Montaigu, qu'il nous reste à vous remercier, car vous avez vraiment fait un effort, et je pense que nos auditeurs en seront satisfaits, car il est très difficile, répétons-le, d'expliquer comme ça aux débeautés ce qu'est l'astrologie. Oui, il faut d'une part démystifier, et d'autre part préciser bien toute une terminologie. Bon, alors nous allons remercier Monsieur Montaigu, peut-être éventuellement nous lui redemanderons de venir un certain jour pour peut-être revoir d'autres aspects de cette science. En tout cas, nous restons une fois encore à la disposition de nos auditeurs. Si le sujet les intéresse, nous nous tenons une fois encore à leur disposition pour tout ce qui concerne la bibliographie éventuellement. Nous l'avons dit, nous le répétons. Nous donnons rendez-vous à nos auditeurs lundi prochain. Messieurs, bonsoir et merci. Thank you.